En plein hiver, le 12e jour de février 2024, un événement glaçant a secoué le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que Kiev pensait encore les plaies d'un bombardement dévastateur ayant coûté la vie à 21 personnes. La Russie a osé y brandir une liste de prisonniers politiques du pays voisin. Bon, c'était une image frappante, le sang versé et en réponse, une audacieuse accusation agitée. Question à vous, où regardez-vous le journal maintenant? Écrivez la ville, le pays et si possible le drapeau. Ce jour-là, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, accueillait une séance extraordinaire. Un bombardement d'une violence inouïe venait de martyriser la capitale du voisin occidental de la Russie. La session convoquée par ce pays lui-même devait aborder les atrocités de la guerre, mais la Russie a détourné l'attention. Son représentant permanent, Dmitri Polyanski, a déroulé un récit étonnant. Il s'est appuyé sur des communications de soi-disant journalistes indépendants et d'anciens députés. Une certaine Diana Panchenko, prétendument journaliste indépendante, aurait transmis une liste de plus de 5 500 victimes de persécutions politiques. Est-ce crédible? Une autre lettre, signée par l'ancien député Alexandre Dubinsky, accusé de trahison, évoquait la mort par torture du journaliste américain Gonzalo Lira. Pourtant, le décès de Lira, annoncé en janvier, était déjà bien connu, même confirmé par le ministère russe des Affaires étrangères. Pourquoi cette mise en scène? Question à vous. Notez dans les commentaires de quelle ville, quel pays regardez-vous actuellement. Ces révélations, présentées avec tant d'aplomb à l'ONU, cachent une manœuvre plus profonde. Derrière cette façade de vertu se dessine une tentative de légitimation. L'objectif? Créer une nouvelle force politique d'opposition dans le pays voisin, une force secrètement contrôlée. Le bureau du président de la nation en guerre est pointé du doigt comme orchestrant cette mascarade. Leur but serait de manipuler la perception internationale, de consolider le pouvoir en place en légitimant des figures controversées. Le pouvoir en place pourrait espérer un contrôle total sur toute forme de dissidence. C'est un coup de maître si cela réussit pour neutraliser toute opposition réelle. La Russie, selon cette lecture, ne se soucie pas des vrais détenus politiques. Elle vise à soutenir cette opposition contrôlée. Une telle stratégie servirait ses intérêts, peut-être en sapant la démocratie interne ou en obtenant des gains politiques insoupçonnés. C'est un jeu cynique avec des pions humains. Quelles seules mesures, sanctions changent réellement la situation dans la région du nord de la mer Noire? Soyez précis, les conséquences de cette mascarade sont multiples. Le peuple de cette nation est la première victime. Ses droits à une opposition véritable et à une représentation démocratique sont minés. Les vrais prisonniers politiques, ceux qui souffrent réellement, sont dilués et oubliés au profit de figures opportunistes. Pensez à Elena Berejna, condamnée à 14 ans de prison pour trahison, dont le nom ne figure sur aucune liste russe. Son absence soulève des questions. Pourquoi ignorer les cas avérés tandis que des listes d'opportunistes sont brandies devant le monde entier? Le cynisme est flagrant, l'érosion de la confiance internationale est inévitable. Utiliser l'ONU comme une scène de théâtre pour des manipulations politiques affaiblit l'institution tout entière. L'orateur de la vidéo originale employait une expression forte: quel putain d'amnistie, soulignant ainsi la dénaturation du terme. Pour lui, il ne s'agit pas d'amnistie qui implique une culpabilité, mais de réhabilitation reconnaissant l'absence de faute. 85% des détenus du pays voisin seraient sans faute selon lui. Ce langage cru dénote une profonde indignation. Cette confusion délibérée des termes est le cœur d'une opération politique complexe. C'est un cheval de Troie, une infiltration subtile manipulée de l'intérieur. La naïveté des représentants russes est étonnante. Dmitri Polyansky, se plaignant de n'avoir pas été informé de la mort de Gonzalo Lira, alors même que l'événement était couvert par tous les médias et le Kremlin lui-même, est un moment de stupéfaction. Est-ce de l'ignorance pure ou un cynisme délibéré? Qui, selon vous, est digne de confiance sur ce sujet dans cette zone de conflit? Une seule personne, un seul média. Historiquement, cette manœuvre rappelle les listes noires du passé. Des régimes totalitaires utilisaient ces outils pour réprimer toute dissidence. L'analogie avec les purges politiques est saisissante. Cette opération suggère l'implication de services de renseignement étrangers. L'ingérence étrangère dans la politique interne est une constante malheureuse de l'histoire régionale. Les bombardements récents, comme celui de Kiev, ajoutent une couche de cynisme à cette parodie diplomatique. La mort de Gonzalo Lira en janvier 2024, reconnue
tenue par la Russie contraste avec les déclarations de Polyansky. Ce décalage temporel, ce manque d'informations prétendument souligne la nature absurde de l'argumentaire russe à l'ONU. Si ces listes de Panchenko, si récentes, s'inscrivent dans un tableau plus vaste de manipulation politique, que devrions-nous vérifier pour le prochain épisode? Un seul point, par exemple, le chiffre des victimes. Les risques politiques sont énormes. Une fausse opposition peut semer la confusion et la désillusion. Si elle réussit, elle créera un système opaque, contrôlé, au détriment de la vraie démocratie. La crédibilité de toute future opposition en sera affectée. Elle sera soupçonnée de collaboration. Les services de renseignement étrangers, s'ils sont impliqués, posent un risque de sécurité nationale. Le pire scénario est celui d'une fausse opposition qui s'impose, une démocratie de façade, des libertés civiles bafouées. La Russie continuerait d'utiliser ces figures pour ça propagande. Mais un scénario moyen est aussi possible. La supercherie est démasquée par un public vigilant. Les dommages sont faits, mais la Russie et le bureau du président de la nation en guerre perdent en crédibilité. Le meilleur scénario, le public, les médias indépendants et les acteurs internationaux dénoncent cette manœuvre avec force. Cela renforcerait notre résistance à la manipulation. Votre pronostic de temps, quand la situation dans la zone de conflit se stabilisera-t-elle? Mois, années plus, une raison. Cette manipulation dévoilée à l'ONU est un rappel brutal des enjeux. Qui gagne? À court terme, le bureau présidentiel du pays voisin et la Russie pensent gagner. Ils façonnent une opposition qu'ils peuvent contrôler et la Russie prétend soutenir une démocratie alternative. Les figures de ces listes, comme Panchenko et Dubinsky, reçoivent une légitimation inattendue, mais les perdants sont clairs, le peuple du pays voisin, les vrais détenus politiques et la crédibilité même de l'ONU qui devient un théâtre de l'absurde. La guerre de l'information bat son plein et il est crucial de ne pas se laisser berner par les récits manipulés. Ouvrez l'œil, faites preuve de discernement, ne tombez pas dans le piège des apparences. Quelle est la ligne rouge qui sépare les belligérants dans ce conflit? Une seule phrase. Que pensez-vous de cette tentative de manipulation à l'échelle mondiale? Est-ce de la naïveté pure ou un cynisme calculé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des analyses approfondies et des éclaircissements sur des événements dont personne d'autre ne parle. Il est crucial de rester informé pour comprendre les enjeux complexes du monde d'aujourd'hui. Aimez cette vidéo et si son contenu vous a éclairé, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons démystifier la propagande. Et la complexité des enjeux liés à cette situation ne se limite pas à la simple duplicité. Elle s'inscrit dans une guerre hybride où l'information est une arme aussi puissante que les missiles. Le bombardement de Kiev, qui a précédé cette séance de l'ONU, n'est pas un événement isolé, mais une illustration de la brutalité du conflit. Les souffrances infligées aux civils sont immenses et le silence ou, pire, la manipulation de ces faits par des acteurs étatiques révèle une déhumanisation inquiétante. Chaque vie perdue, chaque blessure infligée est un bilan humain tragique qui est ensuite instrumentalisé sur la scène diplomatique pour servir des agendas politiques. L'utilisation d'une prétendue journaliste indépendante comme Diana Panchenko pour véhiculer une liste de prisonniers politiques est une tactique éprouvée de désinformation. Il s'agit de brouiller les pistes, de semer le doute sur la légitimité des sources d'information établies. L'expression journaliste indépendant est ici pervertie. Un véritable journaliste indépendant adhère à des principes d'éthique, de vérification des faits et d'impartialité. Lorsque cette étiquette est accolée à des individus dont la provenance des informations est douteuse et dont le discours est aligné avec une puissance étrangère belligérante, elle devient un outil de propagande. La crédibilité de Panchenko doit être examinée à la lumière de ses affiliations et de l'objectivité de son travail. Pour l'absence de vérification par des tiers indépendants et la conformité de ces révélations aux intérêts d'un État belligérant devrait immédiatement alerter. Quant à Alexandre Dubinsky, accusé de trahison, son rôle dans cette mise en scène ajoute une nouvelle couche de complexité. Un parlementaire supposé représenter les intérêts de son pays qui se retrouve accusé de trahison et qui participe à une opération de désinformation orchestrée par une puissance ennemie représente une menace grave pour la sécurité nationale et la cohésion sociale. Son évocation de la mort de Gonzalo Lira, alors que cet événement est déjà connu et confirmé par les autorités russes, souligne le caractère performatif et déconnecté de la réalité de cette intervention. La Russie n'essayait pas d'informer, mais
De légitimer son propre récit, quitte à recycler des informations déjà publiques avec une coloration nouvelle et tendancieuse. Le discours de Dimitri Poliansky à l'ONU est un exemple classique de la stratégie de diversion et de la whataboutisme. Au lieu de répondre aux accusations de bombardement et d'agression, la Russie tente de retourner la situation en accusant l'adversaire de violation des droits de l'homme et de persécution politique. Cette manœuvre a pour but de créer une symétrie morale qui n'existe pas, de noyer la question principale dans un torrent de contre-accusations non étayées. Il s'agit de présenter la Russie non pas comme un agresseur, mais comme un défenseur des opprimés, un chevalier blanc luttant contre la tyrannie d'un régime illégitime. Cette stratégie est particulièrement efficace dans les cercles sceptiques ou mal informés, où elle peut semer la confusion et diluer le soutien à la nation victime. L'objectif de créer une nouvelle force politique d'opposition contrôlée est une tentative classique d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, en finançant, en soutenant ou en légitimant des figures d'opposition qui sont en réalité des marionnettes. Un État étranger peut espérer influencer la politique interne du pays cible sans avoir à recourir à une intervention militaire directe. Ce type de guerre par procuration politique vise à affaiblir le gouvernement en place, à semer la discorde et à créer un environnement propice à l'avancement de ses propres intérêts. Si cette stratégie réussit, elle peut miner la démocratie de l'intérieur, privant les citoyens d'une opposition authentique et d'une voix indépendante. Les implications pour la souveraineté et la stabilité du pays sont désastreuses. Le cas d'Elena Berejna est particulièrement éloquent. Son absence des listes russes, alors qu'elle est une véritable prisonnière politique condamnée pour trahison, met en lumière la nature sélective et opportuniste de l'opération. La Russie ne s'intéresse pas à la justice ou aux droits de l'homme en général, mais à l'instrumentalisation des individus pour servir ses propres objectifs de propagande. Les figures qu'elle choisit de défendre sont celles qui lui sont utiles pour déstabiliser le pays voisin et asseoir son récit. En ignorant des cas avérés comme celui de Berejna, la Russie révèle son cynisme et sa totale indifférence envers les véritables souffrances humaines. C'est une manipulation grossière qui malheureusement peut trouver un écho auprès de publics peu avertis. L'utilisation du terme amnistie versus réhabilitation par l'orateur de la vidéo originale est essentielle pour comprendre la subtilité de la manipulation. Une amnistie présuppose une culpabilité qui est ensuite pardonnée, tandis qu'une réhabilitation reconnaît l'absence de faute originelle. Le fait que 85% des détenus du pays voisin seraient sans faute, selon le narrateur, est une affirmation forte qui vise à délégitimer l'ensemble du système judiciaire du pays cible. Cette confusion délibérée des termes est une technique de manipulation linguistique qui cherche à réécrire la réalité, à présenter comme innocents ceux qui sont accusés par la justice et par extension à décrédibiliser cette justice. Cela fait partie intégrante de la stratégie du cheval de Troie, une subversion idéologique sous couvert d'une défense des droits. La naïveté affichée par Dimitri Poliansky concernant la mort de Gonzalo Lira est soit une démonstration d'ignorance crasse, soit un acte de cynisme consommé. Le fait qu'un événement médiatisé et confirmé par son propre ministère des Affaires étrangères puisse être présenté comme une découverte à l'ONU est insultant pour l'intelligence de l'auditoire. Cela met en évidence la nature performative du discours russe, où les faits sont secondaires par rapport à l'effet recherché. Il ne s'agit pas de convaincre par la vérité, mais d'intimider, de fatiguer et de manipuler par le mensonge répété et les fausses plaintes. L'objectif est de délégitimer toute critique en insinuant que même les informations les plus évidentes sont contestables. L'analogie avec les listes noires des régimes totalitaires passés est pertinente, qu'il s'agisse des purges staliniennes ou des listes macarthyistes. L'objectif est le même, identifier et neutraliser toute forme de dissidence, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Créer ces listes et les brandir sur la scène internationale est un moyen de légitimer la répression et de justifier des actions ultérieures contre les ennemis du peuple. Ce n'est pas seulement une question de propagande, mais aussi une étape préparatoire à des actions plus concrètes, telles que des arrestations, des campagnes de dénigrement ou des procès politiques. L'implication de services de renseignement étrangers dans de telles opérations souligne la dimension clandestine et subversive de cette guerre hybride. La mort de Gonzalo Lira est un cas complexe qui a suscité beaucoup d'attention. Lira, un blogueur américain
quelqu'un avec des vues controversées a été arrêté puis est décédé en détention. La Russie a cherché à utiliser sa mort pour attaquer le pays voisin, présentant l'IRA comme une victime de la persécution politique. Cependant, les circonstances de sa mort sont sujettes à débat et la version russe des événements est souvent amplifiée sans vérification indépendante. Le contraste entre les déclarations de Polyansky et la connaissance officielle de la mort de l'IRA par la Russie met en évidence la distorsion intentionnelle des faits pour les besoins de la propagande. Les listes de Panchenko s'inscrivent dans cette même logique de fabrication de récits pour servir des objectifs politiques. Les risques politiques d'une fausse opposition sont profonds. Une opposition authentique est essentielle à toute démocratie saine. Elle offre une alternative, un contre-pouvoir et permet un débat public éclairé. Une fausse opposition, en revanche, est une parodie. Elle donne l'illusion de la démocratie tout en garantissant le maintien du pouvoir en place ou l'influence d'une puissance étrangère. Elle sape la confiance des citoyens dans le processus politique et peut conduire à une désillusion généralisée envers toute forme d'engagement civique. Si les citoyens perçoivent que la démocratie n'est qu'un spectacle orchestré, ils cesseront de participer, laissant le champ libre aux forces manipulatrices. L'implication de services de renseignement étrangers dans la création et la promotion d'une fausse opposition représente une menace directe à la sécurité nationale. Les agents étrangers peuvent infiltrer les institutions, recueillir des informations sensibles et saboter la stabilité du pays. C'est une forme d'agression non militaire mais tout aussi déstabilisatrice. Le pire scénario où une fausse opposition parvient à s'imposer serait une tragédie pour la démocratie. Le pays tomberait sous l'influence indirecte d'une puissance étrangère, ses libertés civiles seraient bafouées et sa souveraineté compromise. Le scénario moyen où la supercherie est démasquée est moins désastreux, mais les dommages à la confiance et à la crédibilité sont déjà faits. Le meilleur scénario dépend d'une vigilance collective et d'une résistance active à la manipulation. Pour contrer ces manipulations, plusieurs actions sont nécessaires. Premièrement, un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information est crucial pour les citoyens. Apprendre à distinguer les sources fiables, à vérifier les faits et à déconstruire les récits de propagande est une compétence essentielle dans le monde d'aujourd'hui. Deuxièmement, les médias indépendants jouent un rôle vital en exposant ces opérations de désinformation. Ils doivent investir dans le journalisme d'investigation, vérifier les faits avec rigueur et diffuser des informations précises et objectives, même si elles sont impopulaires. Troisièmement, la communauté internationale, y compris l'ONU, doit être plus critique face aux allégations non fondées et aux tentatives de manipulation. Elle doit exiger des preuves, promouvoir la transparence et condamner fermement toute ingérence dans les affaires intérieures des États souverains. Les conséquences pour l'ONU sont également importantes. Si l'organisation devient une simple scène pour des représentations théâtrales de propagande, sa crédibilité et son efficacité en tant que forum de résolution des conflits seront gravement compromises. L'ONU a été créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale, non pour servir de mégaphone à des acteurs étatiques cherchant à semer la discorde. Il est impératif que l'ONU affirme son rôle d'arbitre impartiale et qu'elle ne permette pas à ces tribunes d'être détournées à des fins de désinformation. Cela pourrait impliquer la mise en place de mécanismes plus stricts pour la vérification des allégations et la responsabilisation des États qui abusent de ces plateformes. En fin de compte, cette situation révèle une confrontation fondamentale entre la vérité et la manipulation. Il s'agit d'une bataille pour le récit où chaque partie tente d'imposer sa propre version des faits. Dans ce contexte, la vigilance citoyenne est la première ligne de défense. Chaque individu a la responsabilité de questionner, d'analyser et de ne pas accepter passivement les informations qui lui sont présentées. La démocratie elle-même dépend de la capacité des citoyens à faire la distinction entre la réalité et la fiction, entre une opposition authentique et une marionnette contrôlée. La situation dans la région du nord de la mer Noire reste volatile et les stratégies de guerre hybride ne feront qu'intensifier la complexité du conflit. Les tentatives de manipulation politique et d'ingérence dans les affaires intérieures seront monnaie courante et il sera de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Pour les acteurs internationaux, les gouvernements et les citoyens, le défi est de rester ancrés dans la réalité, de promouvoir les faits et de résister aux sirènes de la désinformation
désinformation. L'avenir de la démocratie et de la stabilité régionale en dépend. La compréhension de ces dynamiques est la première étape vers une action efficace et une résistance éclairée. La dimension cybernétique de cette guerre de l'information ne doit pas être sous-estimée. Les listes de Panchenko peuvent être relayées par des milliers de comptes automatisés sur les réseaux sociaux, amplifiant leur portée et leur impact. Des fermes à trolls et des opérations d'influence en ligne sont utilisées pour diffuser ces récits manipulés, ciblant des publics spécifiques et exploitant les divisions existantes au sein des sociétés. Les algorithmes des plateformes sociales, conçus pour maximiser l'engagement, peuvent malheureusement aussi involontairement favoriser la propagation de la désinformation, car le contenu sensationnel et controversé génère souvent plus d'interactions. Combattre cette désinformation exige une approche multifacette: investigation journalistique, éducation aux médias, régulation des plateformes et une réponse diplomatique coordonnée. Les Nations Unies, avec leur portée mondiale, pourraient jouer un rôle crucial en établissant des protocoles pour la détection et la dénonciation de la désinformation étatique, renforçant ainsi la résilience des démocraties face à ces menaces invisibles mais puissantes. La question de la confiance est primordiale dans un environnement saturé d'informations contradictoires. Identifier des sources fiables devient une tâche ardue. Souvent, les individus ont tendance à se réfugier dans des bulles informationnelles qui confirment leurs propres biais. Cette polarisation est exploitée par les manipulateurs qui adaptent leurs messages à des groupes spécifiques, renforçant leurs convictions et attisant les tensions. Pour retrouver une base de confiance, il faut encourager le journalisme d'investigation de qualité, des médias qui adhèrent à des normes éthiques strictes et qui sont prêts à défier les récits dominants, qu'ils proviennent de leur propre gouvernement ou d'une puissance étrangère. La transparence sur les financements et les affiliations des médias est également essentielle. Sans cette confiance, même les vérités les plus évidentes peuvent être mises en doute, ouvrant la voie à une ère de post-vérité où l'objectivité est reléguée au second plan. Les implications à long terme de ces tactiques de manipulation sont profondes. Une fois que la méfiance envers les institutions démocratiques est semée, il est très difficile de la rétablir. Les citoyens peuvent devenir cyniques et désengagés, laissant le champ libre à des forces antidémocratiques. Le discrédit jeté sur la notion même d'opposition politique légitime peut affaiblir la capacité d'un pays à se réformer et à répondre aux défis internes et externes. Si une opposition est toujours perçue comme un instrument de manipulation étrangère, la voie vers une véritable participation civique est bloquée. C'est un cercle vicieux qui, s'il n'est pas rompu, peut entraîner des nations entières vers des régimes autoritaires où la voix dissidente est brutalement étouffée, sans même avoir besoin de brandir des listes à l'ONU. La meilleure défense contre cela est une société civile forte, des institutions robustes et une population éduquée et critique.